Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Pereira, chargé de mission énergie pour le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Frédéric Pereira, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous sur les fréquences de radio Salvetat. Pourriez-vous, Frédéric, s'il vous plaît, nous expliquer en premier lieu, enfin, nous rappeler très exactement en premier lieu, quelle est la vocation du parc naturel régional du Haut-Languedoc, s'il vous plaît. Oui. Alors, tout d'abord, je vais vous dire pourquoi un parc naturel régional. En fait, c'est un territoire qui a une richesse patrimoniale, environnementale, culturelle, qu'il faut préserver. Et donc, le but d'un parc naturel régional, c'est d'essayer de concilier la préservation de cette richesse, de la valoriser et de la concilier, donc tout ça avec le développement humain, le développement local humain, quoi. Voilà. Merci. Donc, juste pour préciser, pardon, excusez-moi. En France, voilà, on n'est pas les seuls. Il y a 58 parcs naturels régionaux qui existent, ce qui est très important. Ça couvre à peu près 19% du territoire. On est toujours sur des territoires ruraux. Voilà, donc c'est des territoires peu peuplés. Et donc le Haut-Languedoc va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Donc il fait partie des 10 premiers parcs naturels régionaux qui sont mis en place, donc en 1973. Et le Haut-Languedoc, c'est 300 000 hectares, c'est 118 communes, et c'est un territoire donc très vaste. On part en gros de la montagne noire du côté de Sorèze, d'Ourgne, les Camazes, et on va à l'opposé jusqu'à l'Escandorgue, donc au-dessus de Bédarieux, avec Seyre-Cauzel, Roqueredon, Romiquaire. Et donc pour faire d'est en ouest, on a à peu près plus de 2 heures de route, voilà. Donc pour vous donner une idée du territoire. Et ensuite du sud au nord, le parc du Haut-Languedoc commence, on va dire, dans le Minervois et s'arrête en gros à la limite avéronaise, donc avec les monts de la Cône et la montagne du Haut-Languedoc. Voilà. C'est tout. Voilà. Juste pour c'est déjà bien préciser que voilà, le Haut-Languedoc, il y a une spécificité, c'est qu'il y a une diversité paysagère énorme. On a 18 entités paysagères, et donc c'est aussi la richesse de ce territoire où en peu de kilomètres on peut changer totalement de paysage, soit lié à la géologie, soit lié aussi au climat méditerranéen, continental et océanique. Voilà. Merci Frédéric pour cette réponse. Alors, quelle est votre mission au sein du parc ? Donc, je suis chargé de mission énergie depuis 2010, et mon rôle en fait, c'est de mettre en place des actions de sensibilisation, des études pour la transition énergétique. Donc, c'est réduire les consommations d'énergie du territoire, réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, et aller sur un développement d'énergie renouvelable maîtrisé. Juste pour vous donner quelques exemples, donc on fait des études. Par exemple, on a fait des études sur la méthanisation agricole. On a financé une étude pour connaître en fait le potentiel du territoire, et puis aider quelques agriculteurs qu'on estimait avoir la matière assez suffisante pour faire une unité. Donc on a financé ce travail-là pour leur donner une première idée de leur potentiel. On fait de la sensibilisation aussi auprès du grand public. Par exemple, on fait les nuits de la thermographie, qui sont des animations pour sensibiliser sur la déperdition d'énergie dans les habitats. Donc on a une caméra thermique, on arrive à voir l'hiver les déperditions des maisons, et on oriente les personnes après intéressées vers les conseillers, parce qu'il existe des conseillers qui s'appellent des conseillers énergie, qui sont publics et qui sont gratuits, donc qui sont répartis sur les territoires et que les gens ne connaissent pas forcément. On sensibilise aussi les élus, on fait des animations qui s'appellent le jour de la nuit sur la pollution lumineuse, pour essayer de... C'est très prochainement, me semble-t-il. Alors c'est au mois d'octobre normalement, c'est une journée nationale. Et on a une animation la semaine prochaine, à la Cône sur ce sujet-là, sur la découverte des étoiles, et puis une sensibilisation sur l'éclairage public. Voilà, et c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance avec le coût de l'énergie qui augmente pour les collectivités. Il faut savoir que l'année prochaine, la moyenne c'est multiplié par 2,5 la facture d'électricité des communes. Donc avant
de subir cette augmentation, les communes pensent à éliminer déjà les consommations qui servent pas à grand chose, quoi. Voilà, donc c'est qui polluent. Et qui polluent, voilà. Donc, avant tout, c'est un coût supplémentaire, certes. Alors, quand on en dit termes d'écologie, c'est pas top non plus. Voilà, c'est ça. Voilà, quand on parle de pollution, c'est pollution pour la nature, parce qu'il y a 60% des invertébrés, donc tout ce qui est insectes, qui vivent la nuit, qui ont besoin de nuit pour leur cycle de vie. 30% des vertébrés, donc comme nous, on a besoin de la nuit noire pour se reposer. Et puis après, il y a la qualité du ciel qu'on peut aussi valoriser avec le tourisme. Il faut savoir que 80% des Européens ne voient plus la Voie lactée. Donc on a, voilà, dans nos campagnes, on a encore cette richesse-là, malgré les luminosités de nos villages la nuit, qu'on peut améliorer. Et puis pour les finances publiques, comme je vous l'ai dit, c'est l'électricité liée à l'éclairage public, c'est à peu près 40% de la facture d'électricité d'une commune. Donc si on arrive à réduire cette consommation, voilà, je ne sais pas si vous avez en tête combien d'heures par jour on allume en moyenne un éclairage public. Aucune idée. Sur une année, en moyenne, en gros, 12 heures par jour. Donc la moitié de la journée, on éclaire l'éclairage public. Beaucoup moins l'été. Alors qu'est-ce qu'on appelle un éclairage public ? C'est les lampadaires que vous avez dans vos rues. Mais ils sont pas allumés là. Ils sont pas allumés, mais l'été ils sont allumés à peu près 8 heures par jour et l'hiver plutôt 15-16 heures. Donc en moyenne on est plutôt autour de 12 heures. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on n'a pas conscience, et quand on en parle et puis quand on se dit que à 1h du matin finalement on n'a pas besoin de lumière. C'est très rare qu'il y ait des gens qui se déplacent la nuit. Donc il y a des réflexions qui sont faites pour savoir dans tel village à quel moment on peut arriver à éteindre sans gêner la population. Voilà, et donc on aide les élus à travailler sur ce sujet-là, à sensibiliser leurs habitants quand ils sont motivés, mais la plupart du temps ça fonctionne très bien. Ouais. Aujourd'hui, sur les 118 communes, on est à peu près une trentaine de communes qui éteignent sur le territoire, et on a doublé depuis 2 ans en fait. Donc il y a une forte dynamique sur ce sujet-là, quoi. Et donc on accompagne. Voilà. Très bien. Alors, justement, on parlait, alors si on est là aujourd'hui, c'est pour parler des énergies que l'on nomme renouvelables, en l'occurrence de l'éolien. Que veut dire concrètement renouvelable ? Alors, donc renouvelable s'oppose souvent à fossile ou nucléaire. Oui. Donc en fait, on va commencer par fossile nucléaire. C'est fossile, c'est charbon, gaz, pétrole. Donc il faut savoir que nous en France, on a une majorité d'électricité qui est faite par nucléaire, autour de 70%, mais dans le monde, c'est plutôt le charbon qui est encore majoritaire dans la production d'énergie, d'électricité. Et donc en fait, ces formes d'énergie, en gros, quand on les utilise, elles utilisent des éléments qui sont limités, en quantité limitée sur la Terre. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez une idée combien de temps je suis tout à fait le charbon et le pétrole et le gaz se créent ? Donc il faut plusieurs dizaines de millions d'années pour créer du charbon, du gaz et du pétrole. Ouais. Et les estimations, ça va s'épuiser. Et en gros, il y a à peu près 1% de la quantité de vie sur la Terre qui a permis de créer cette énergie de gaz, charbon et pétrole. Et donc c'est des quantités limitées qui sont sur la Terre, et que quand on les prélève, elles vont s'épuiser, puisque il faut plusieurs millions d'années, comme je vous l'ai dit, pour les créer. Donc on n'arrivera pas à faire un cycle vertueux. Sur le nucléaire, c'est encore pire, parce qu'en fait le nucléaire, l'uranium a été créé lors de la formation de la Terre. Donc ça se crée pas en millions d'années, ça se crée pas. C'est à l'issue de la formation de la Terre, c'est l'uranium. Ça s'est créé. C'est fini. C'est fini. Donc on l'épuise, et donc au bout d'un moment, on n'arrivera plus. On n'arrivera plus à en prélever sur la Terre. Et donc le renouvelable s'oppose à ça, c'est-à-dire que là, on va utiliser des éléments qui sont. Pardon, excusez-moi, je vais vous couper, mais du coup, si on n'a plus d'uranium, outre le fait qu'on ne puisse plus s'en servir, nous, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça peut engendrer pour la Terre, tout simplement? Je pense pas que ça engendre. Je pense pas que l'uranium est beaucoup utilisé pour la matière vivante ou autre. Je pense pas que ça a une implication précise. Je pense pas.
Voilà, donc pour les renouvelables, à l'inverse, c'est des énergies des éléments qu'on prélève et qui s'épuisent pas. Voilà. Donc le vent, le soleil, l'eau, c'est des éléments il y a un cycle et donc on en prélève, mais ça se régénère et c'est inépuisable. Et juste pour vous donner une idée, mais en gros, tous ces éléments renouvelables, ils sont issus d'une seule source. Est-ce que vous avez en tête? Allez-y, on est là pour apprendre. Et j'apprends. La seule source qui crée le vent, la pluie et la lumière, c'est le soleil en fait. Voilà. Le soleil, voilà, ok. Tout simplement. C'est la seule. Je pensais à ça, mais je me suis dit si je fais une bourde, c'est pas la peine. Non, mais c'est bien ça. Donc le vent est créé par des masses d'air de températures différentes et donc qui vont se mettre en mouvement. L'eau, c'est lié en fait au soleil qui évapore l'eau de la mer, des rivières et qui va créer des nuages et qui voilà. Okay. Tout ça, c'est la base, c'est le soleil. Le bois aussi. Pareil, photosynthèse qui va permettre d'accroître la quantité de bois la croissance du bois sur la terre, et bien est issue du soleil. Il y a que peut-être la chaleur issue de la terre, la géothermie, qui elle est liée en fait à la création de la terre et au noyau qui émet de la chaleur en fait. Voilà. D'accord. Alors le parc travaille depuis plus de 10 ans. Au respect et autant que faire se peut à concilier le développement de l'énergie éolienne avec la préservation des paysages. Tout à fait. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que le parc du Haut-Languedoc, parc naturel régional du Haut-Languedoc, a son mot à dire lors de nouveaux projets d'implantation, ou est-il là uniquement en qualité d'accompagnant des collectivités? Alors voilà, donc la question de l'éolien en fait a émergé au début des années 2000, avec beaucoup de projets qui ont été étudiés, qui ont été développés par des développeurs privés à chaque fois. Voilà. Et donc les élus du territoire du parc naturel régional du Haut-Languedoc ont décidé d'encadrer cette énergie pour pas que ça se fasse n'importe comment. Et donc pour ça, ils ont décidé dès 2014 de mettre en place une carte qu'on appelle... Une charte. Alors d'abord une carte. D'abord une carte. En 2014, c'était une carte, c'était qu'on appelle document de référence éolien, et en gros, c'est une carte qui indique les sensibilités du territoire au niveau paysager, mais également au niveau environnemental et au niveau aussi humain. Et donc avec des zones rouges qui sont des zones de sensibilité qu'on appelle maximale et sur lesquelles le parc donnera toujours un avis négatif. Alors ça veut dire quoi, sensibilité maximale? Eh bien en fait il y a la loi déjà qui permet il y a la loi qui empêche l'éolien d'aller sur certains secteurs. Pourquoi? Mais c'est minimable. Mais ils sont petits ces secteurs. C'est des zones protégées comme le Caroux. Voilà. D'accord, ok. D'un point de vue environnemental, ou des autres protégés comme Sorèze, ou des villages en fait classés, D'accord, voilà. Donc ça, là-dessus, l'État, un projet ne peut pas se développer. Et ensuite, au parc, nous on a rajouté une couche qui n'est pas à l'échelle nationale, qui est spécifique à nous. Et donc dans ces zones rouges, on a classé donc au niveau environnemental tout ce qui est Natura 2000, des zones Natura 2000, voilà. Tout ce qui est ce qu'on appelle nous des espaces paysagers remarquables, et dont fait partie par exemple les tours de lac, des grands lacs, donc le lac de la Raviège, le lac de... Il n'y en a pas très loin de Vesoul, me semble-t-il. Alors c'est ça aussi un peu le défaut peut-être, on va dire, de ce document, c'est qu'en fait on protège les pourtours du lac, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas voir des éoliennes qui sont plus éloignées. Voilà, je pense que celles de Freysse qu'on voit de Vesoul, elles doivent être à une dizaine ou entre 10 et 15 km à vol d'oiseau. D'accord. Donc voilà, donc ces zones-là de protection paysagère, elles vont pas jusque là, quoi. Voilà, donc on protège vraiment les pourtours des lacs et des bassins versants aussi, comme la vallée de l'Orbe et du Jor. Voilà, donc toutes ces zones-là, elles font partie des zones rouges, et aussi pour les oiseaux des couloirs de migration qui font partie des zones rouges. Et donc l'ensemble de ces zones, ça fait à peu près, je pense, 30 à 40% de l'ensemble du territoire du parc du Haut-Languedoc. Et sur ces zones-là, donc dans la charte du parc, il est indiqué que tout projet obtiendra un avis négatif du parc du Haut-Languedoc. Ensuite, donc ça c'était 2004 où il y a eu ce premier zonage, et ensuite il a été repris dans la charte du parc. Donc c'est le document qui définit la politique
de la collectivité du parc sur 15 ans. Et donc dans ce document a été rajouté pour l'éolien, mais il y a d'autres critères pour toutes les énergies en fait. Pour l'éolien, ça a été rajouté qu'on ne peut pas dépasser une certaine hauteur, donc 125 mètres, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et un certain nombre. 125 mètres en hauteur. Tout en bout de pain. Il y en a combien dans la Terre ? Alors leur fondation. Ouais. Alors ça dépend de la taille des machines, mais les développeurs nous disent qu'en gros c'est une fondation de 4 à 5 mètres de profondeur sur une dizaine de mètres de diamètre. Okay. Voilà. Alors les éoliennes qui sont à Frey, est-ce que vous avez une idée à peu près de leur taille ? Pas du tout. À peu près. Vous diriez combien ? J'en sais rien, non, vraiment je sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Parce que c'est une question qui est pas évidente. On a des réponses des fois un peu surprenantes. J'en ai aucune idée. Bon, elles font 100 mètres. Donc en gros, la longueur d'un terrain de tennis, terrain de foot. Voilà. Donc c'est assez énorme quand on se projette par rapport à ça. Mais donc, comme je l'ai dit, la charte elle limite à 125 mètres. Donc ils sont en dessous. Voilà, ils sont en dessous. Mais il faut savoir que les éoliennes aujourd'hui qui se font classiquement, au minimum c'est 150 mètres et elles montent jusqu'à plus de 200 mètres aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que donc ce critère qui a été défini en 2012 sur la hauteur des machines, il était lié uniquement à une question paysagère pour essayer de limiter l'impact. Mais aujourd'hui, voilà, on a une forte pression de certains développeurs pour essayer de faire sauter ce critère qui sera valable de toute façon jusqu'en 2027, quoi. Voilà. Okay. Et tout ça, c'est les élus qui ont décidé du territoire. Hein. C'est pas une décision technique d'un technicien ou autre. Voilà, c'est les élus du territoire qui ont décidé de critères communs pour essayer de limiter au maximum, voilà, l'impact. Et vous m'aviez posé la question sur le rôle du parc sur ces implantations. Voilà. Donc en gros, comment ça se passe pour un projet éolien ? Il y a un développeur qui sur une carto trouve une zone qui lui paraît intéressante et ensuite ils vont voir le propriétaire et si le propriétaire semble favorable, ils vont voir aussi la mairie. Les promoteurs. Les promoteurs, voilà. Les promoteurs. C'est souvent des sociétés privées, des grosses sociétés. Ça peut être EDF, Énergie Renouvelable, ça peut être Engie, enfin voilà, des sous-traitants. Oui, c'est vrai qu'EDF est maintenant... Des filiales, voilà. Mais ça peut être aussi des sociétés de citoyens. Ça existe sur la France. Oui, il y a plusieurs sociétés qui ont été montées par des citoyens et qui donc recherchent à une zone pour implanter des machines. Et donc nous au parc, notre rôle c'est quand on est au courant d'un projet, on va informer le développeur des critères de la charte. Et ensuite, on rendra un avis lors de l'instruction. Mais vous allez être obligatoirement au courant du projet, non ? Pas forcément. Oui, parce qu'on est consulté pour avis, mais on essaye en amont de travailler pour, si c'est en zone rouge, essayer par exemple de leur dire, vous savez que notre avis sera négatif, mais c'est pas pour ça que ça arrête certains développeurs. Hein. Donc oui, c'est comme partout, dans toute filière, il y a des bons, des mauvais. Il faut la signature de qui pour que ce soit positif. Et donc un projet, nous, on rend un avis qui est consultatif. Même si on dit non, le préfet peut passer autre. Et donc, comme je vous le dis, c'est le préfet à la fin qui donne son autorisation pour un projet. Et donc, même si notre avis, l'avis du parc du Haut-Languedoc est consultatif, on a quasiment toujours été suivi à 99% par les décisions préfectorales. Il y a que récemment où il y a 2 cas un peu particuliers, c'est sur une commune de l'Hérault qui s'appelle Dieu-et-Valquière, où le premier avis du préfet était négatif, conforme à la charte du parc puisqu'on est en zone rouge, mais le juge à Marseille a imposé au préfet de changer son avis et donc voilà, donc on est dans un état de droit et donc le préfet est obligé de rendre un avis favorable que l'on conteste aujourd'hui au tribunal. Il va y en avoir parce que Dieu-et-Valquière, c'est pas possible. Il y en a déjà en fait, mais c'est que en fait il y a 2 autres projets il y a déjà 7 éoliennes qui existent déjà avant que la commune adhère au parc en 2012, donc c'est des éoliennes qui tournent depuis 2006. Mais il y avait 2 autres projets dans ce même secteur en zone rouge et donc comme c'est contraire à la charte du parc, les élus du parc ont décidé de contester cette décision. Voilà. Donc voilà, on peut dire qu'en gros le parc a une connaissance plus fine du territoire que certains techniciens de région. Marseille, en l'occurrence, il connaît absolument pas Dieu-et-Valquière. Oui, mais bon, c'est une décision de droit, donc on est, il y a des
On est obligé là-dessus, on est dans un état de droit, voilà. Donc, mais après, le rôle des élus du parc, c'était de contester cette décision. C'est jugé à Marseille, enfin je comprends pas, on n'a pas. Mais c'est toujours comme ça en fait. Non, en gros la première décision elle se fait au tribunal à Montpellier pour côté Hérault et à Toulouse côté Tarnais. Et ensuite quand ils vont en appel, soit par les associations des opposants ou soit les développeurs qui contestent, ça peut être les deux, parce qu'il faut savoir que 90% des décisions sont contestées. Alors ensuite, ça va soit à Marseille, soit à Bordeaux. Et du coup, tant que c'est contesté, ils ne peuvent pas s'implanter. Et ça repousse. Ouais. Ah, okay. Voilà. Alors j'ai une question peut-être bête, mais pourquoi on ne peut pas se servir de l'énergie éolienne pour la redistribuer à nous, consommateurs directs, plutôt que d'avoir de l'énergie par centrale? Pourquoi on n'est pas capable de nous la redistribuer à nous? Directement, pour les Directement, ouais, pour monsieur, madame, tout le monde. De nourrir la vallée. Avec tout cet éolien, on serait capable. Alors, indirectement, c'est ce qui se passe, en fait. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien produit une éolienne en moyenne? Pas du tout. Voilà. Ah non, mais non, pas du tout. Ça. Non, vous êtes là, vous allez tout nous apprendre. Et à moi aussi. Mais bon, si vous avez une idée, ou non? Non, rien. Non, rien. J'ai même pas regardé. Voilà, soyons clairs. Donc, une éolienne classique, on va dire, celle de la Montélarrier, une de la Montélarrier ou une de Frey, ça produit à peu près d'électricité pour la consommation domestique électrique, tout compris, chauffage compris, de 2 à 3 000 habitants. Bah alors on est large. Ce qui veut dire que sur la Salvetat, vous êtes à peu près 1100 habitants, je crois. Ouais. Et il faudrait la production d'une éolienne sur une demi-année pour couvrir cette consommation. Ouais, non, enfin, il y en a plein des éoliennes du coup. Exactement. Donc vous êtes en sur production. En sous-population et surproduction. Voilà. Et donc le réseau électrique français est fait justement pour diffuser cette production plus loin que là où c'est produit. Et donc l'énergie faite par les éoliennes du territoire, elle s'en va dans les grandes lignes électriques. Par un poste électrique, par des postes qui sont gérés par par RTE, c'est le réseau de transport électrique. C'est une structure publique, voilà, qui gère tout ça, RTE. Et ensuite, c'est renvoyé sur ces grandes lignes électriques qui diffusent ensuite et qui renvoient à nouveau par des postes électriques jusqu'aux consommations de tout le monde. Excusez-moi, mais du coup c'est un peu l'arnaque parce qu'on nous vend de l'électricité locale, renouvelable, et qui n'est que l'on nous dit pas renouvelable, mais de centrales électriques à un prix horrible. Alors ça c'est incompréhensible. Alors ça devrait coûter moins cher. Alors c'est toujours ça, c'est relatif parce que on trouve cher l'électricité, mais il y a des pays où ça coûte plus cher. Je crois qu'en Allemagne c'est. Attendez. Non, mais en gros c'est une. Non, mais ça on s'en fout. Ça coûte plus cher là. Oui, mais ça c'est une question. Moi, ce que je vois, c'est ce que ça peut coûter. Ouais. Moi, je m'en moque. Je suis au photovoltaïque. Je n'ai absolument pas besoin d'EDF. Je suis en autonomie totale. Mais je pense aux citoyens qui, eux, consomment. Les abonnements. Tout à fait, ça a un coût, oui. La consommation se chauffer aujourd'hui. Enfin, c'est une vaste fumisterie, du coup. Fumisterie, je sais pas, mais en tout cas, oui, ça a un coût. Et en plus, on est sur un marché européen, donc comme actuellement, ce qui se passe en Ukraine, ça a des tensions sur le gaz, qui a des répercussions sur toute la production d'énergie. Donc forcément, tout est lié, mais ça, j'ai pas les compétences pour vous éclairer là-dessus. Je sais seulement que pour revenir à l'électricité des éoliennes sur le territoire. Revenons à cela, s'il vous plaît. Juste pour info, l'électron, on va dire qu'il est fainéant, c'est-à-dire qu'il va être consommé au plus près de sa production. Voilà, donc l'électron qui passe dans les réseaux électriques qui vont créer l'énergie pour. C'est l'électron qui est feignant selon vous. C'est ça. Il va aller jusqu'au plus près. Donc
même si directement l'énergie des éoliennes ou du barrage de la Raviège ou de la Hausas ne sont pas, vont pas, il n'y a pas une ligne qui va directement du barrage jusqu'à votre habitation, mais c'est pas pour ça que c'est pas un électron, on va dire vert, qui est consommé chez vous. Voilà, donc c'est majoritairement des électrons verts et locaux qui sont produits et qui sont consommés sur le Haut-Languedoc. Mais ça n'empêche pas que quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas de vent, il y a de l'électron qui vient sûrement d'une centrale nucléaire proche qui va être consommé sur votre habitation, quoi. Voilà. Ok, vous êtes quand même le premier à me le dire, ça, que ça vient chez nous, parce que moi c'était ma première question à chaque fois que je rencontre des gens et qu'on parle d'éolien. Je comprends pas tout les tenants, les aboutissants. Alors parce que justement, ça fait l'objet de quelques polémiques. Vous n'êtes pas sans le savoir. Alors, en quoi l'éolien est-il vraiment néfaste pour la nature? Alors pourquoi pour les couloirs de migration? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai un poteau devant moi, je vais passer comme ça, d'accord? L'oiseau, il voit pas. Eh ben, ça dépend des oiseaux et ça dépend des conditions météo, en fait. Voilà, il peut y avoir des moments de brouillard ou la nuit, et des oiseaux dans leur effort de migration vont pas pouvoir éviter les éoliennes et vont être percutés. Donc un avion, un hélico, ça percute pas? Alors, il n'y a jamais eu ce cas-là. Je sais pas, c'est une question. Mais juste pour info, les éoliennes sont éclairées. Alors la journée par des lumières blanches qu'on voit très peu, et la nuit par des lumières rouges. Tout ça, et la couleur aussi des éoliennes qui est blanche. Tout ça, c'est lié en fait à des critères que l'aviation civile et militaire impose. Voilà. Ça, c'est pour les avions. C'est pour les avions, les hélicos, tout ça, pour la visibilité. Je me suis mal exprimé. Ah, est-ce que les oiseaux voient pas les... Ah, si, il doit y avoir des oiseaux qui sont certifiés. Des crashs en avion. Oui, d'accord, on n'en parle pas de ça. Peut-être. Non, je sais pas. Mais pour revenir sur les impacts de l'éolien, il faut savoir que toute activité humaine a un impact. Oui, toute activité. On est d'accord. Et donc, si on se concentre uniquement sur les activités de création d'énergie, pareil, toutes les activités, toutes les unités de production d'énergie faites par l'homme ont un impact. Le nucléaire, l'impact c'est majoritairement la sécurité des centrales, et puis la gestion des déchets qu'on va laisser à plusieurs générations d'humains après nous, quoi. Le charbon, le gaz, le fuel, tout ça, l'impact qu'on connaît, c'est la pollution avec le CO2 émis, et donc le réchauffement climatique derrière, et donc les conséquences qui sont liées. Le photovoltaïque, c'est très bien si c'est mis sur un toit, mais aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui sont mis au sol, et donc c'est des grandes surfaces qui sont impactées. Et pourquoi qu'est-ce qu'il y a de gênant? Qu'est-ce qu'il y a de gênant au sol? Et bien justement, voilà, vous allez mettre des hectares et des hectares de panneaux solaires, en fait. Et donc il peut y avoir des conséquences sur si c'était une zone où les rapaces se nourrissaient, ils vont plus pouvoir aller chasser sur cette zone-là. Oui, mais c'est comme je vous dis. Comme vous dites, c'est obligatoirement sur un toit. Comment ça, l'implantation? Ah non, justement, les mettre des panneaux solaires sur des toits. Pourquoi pas, hein, normalement l'impact est très faible, puisque c'est déjà une zone où il y a eu l'humain qui a artificialisé le secteur. Mais je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui. La plupart des grands développeurs partent sur des projets au sol de plusieurs dizaines d'hectares. Et donc ça, c'est un impact. C'est un impact forcément sur la surface qui prélève éventuellement des zones de chasse pour les rapaces, ou qui réduit la production agricole sur des surfaces. Voilà, donc c'est un impact. Alors comment pouvez-vous intervenir là-dessus, justement? Eh bien, comme l'éolien, nous, dans la charte du parc, il y a des critères. Et ces critères permettent d'éviter, par exemple, si la surface a été agricole 10 ans avant le projet, l'avis du parc sera négatif. D'accord. Et les zonages de sensibilité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour les zones rouges, on a la même chose côté solaire. Et chez le particulier également. Et chez le particulier, donc on rend pas d'avis, parce que il n'y a pas d'études d'impact qui sont faites. Nous, on rend seulement des avis. Mais
Mais le particulier, la plupart du temps, l'impact est très très faible. C'est plutôt les architectes des bâtiments de France qui vont vous embêter si vous êtes proche d'un monument classé que le parc. Voilà. Nous, on n'agit pas là-dessus. Et juste pour revenir sur les impacts des énergies, vous avez aussi l'hydroélectricité. Oui. Voilà, le barrage de Araviège aujourd'hui ou la Ouzas, en tant que touriste ou en tant qu'utilisateur de ce lac, on le trouve superbe. Mais il faut savoir que quand il a été créé dans les années 50, il y a eu des maisons qui ont été noyées, donc des habitants qui ont été déplacés. Ouais. Et l'impact, il n'a pas été facile à accepter pour certains. Et pour la nature, toutes ces créations de barrages, ça a perturbé énormément les poissons, la faune aquatique, puisque ça crée des barrières et ça crée une perturbation forte pour les milieux. Donc il y a toujours des impacts, même si on a l'impression que parfois ça passe plus que d'autres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? On passe à quoi ? À l'hydrogène ? Justement, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on accepte le mieux. Ils font un mix, et pour revenir sur l'éolien, vous me parliez de quels sont les impacts. C'est principalement paysager. C'est quand même plus sympa d'avoir de l'éolien que d'avoir une centrale électrique à côté de chez soi, non ? Moi je dis ça, je dis rien. Ça c'est tout à avec un ciel un peu pollué, des grosses fumées. Tout ça c'est très subjectif, donc chaque personne, chaque personne va avoir un avis sur le sujet, sur la beauté ou la laideur des machines. Donc ça c'est. On n'a pas 10 000. Moi en termes de, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange quand je regarde ça. Mais tant qu'il n'y a pas un parc de je sais pas combien d'éoliens. Par contre, j'aimerais pas avoir une centrale à côté de la maison. C'est plus sympa. C'est comme vous. Votre avis fait partie des. C'est qui le plus nocif ? Mais ça dépend ce qu'on regarde. Soyons honnêtes. Ça dépend ce qu'on regarde. Ça dépend ce qu'on regarde. En fait, comme je vous l'ai dit, il y a toujours un impact. Alors, on prend les centrales, la pollution lumineuse. On n'en a plus. Enfin, ça n'est que pollution lumineuse. Donc là, allez regarder un ciel quand vous avez une centrale à côté. Ce qu'on doit, nous, se récupérer dans les poumons, tout ça, je pense pas que ce soit top. C'est moche, parce que des grosses cheminées, c'est quand même moche. En fait, on a besoin d'énergie, on a besoin d'électricité. Comment on fait ? Et donc, il faut choisir des choix. C'est des choix politiques après derrière tout ça. Et aujourd'hui, le choix de l'État, c'est d'avoir un mix énergétique. Et c'est vrai que le nucléaire, il a plutôt tendance à être contesté et donc à être diminué dans les objectifs que s'est fixé l'État, et les énergies renouvelables à être augmentées. Mais c'est toujours délicat parce que on est d'accord, mais qui pollue le moins ? Alors si vous regardez le CO2, c'est charbon, gaz et pétrole. Mais si vous regardez la visibilité, le paysage, des éoliennes de 120 mètres voire 200 mètres sur certains territoires, forcément on les voit de loin. Donc c'est très relatif à chaque aspect qu'on regarde en fait. Voilà, donc c'est quelle pollution on regarde. Ils ont le droit d'implanter combien d'éoliennes côte-côte ? Il n'y a pas de, limite. En gros, ce qui va empêcher un développeur de mettre trop de machines, c'est que les machines se perturbent entre elles. Elles vont créer des perturbations au niveau du vent, et donc en gros, souvent face au vent, ils se mettent à, quand ils les alignent perpendiculaires au vent, ils les mettent à 300 mètres les unes des autres. Et s'ils les mettent parallèles au vent, ils les mettent à 700 mètres les unes des autres. Donc c'est ce qui va faire que l'implantation va être définie. Mais après, il y a des questions paysagères qui entrent en jeu, etc. Mais sur le Haut-Languedoc, vous avez 215 éoliennes qui fonctionnent aujourd'hui. Ouais, et puis en Occitanie, c'est énorme. Je crois qu'on a le plus gros parc éolien. Et non. Et non, parce que il y a des territoires qui s'y prêtent plus, même s'il y a moins de vent. C'est-à-dire des territoires comme la Beauce, où il y a finalement peu de... Même s'il y en a, mais il y a une sensibilité paysagère et environnementale assez faible, puisque c'est un territoire qui a été déjà impacté par par l'agriculture intensive, quoi. Donc quelquefois, vu que les éoliennes sont de plus en plus hautes, ils vont chercher des territoires où il y a moins de vent, mais moins de contraintes pour eux. Les développeurs, ils vont chercher ces territoires-là. Et donc finalement, c'est le nord-est de la France où il y en a le plus, même plus qu'en Occitanie. Je crois que l'Occitanie, on doit être 3e ou 4e. Mais après... numéro 1, moi. Non. J'ai du mal à lire, alors, mais en Occitanie, si on regarde l'Occitanie, il y a l'Aude qui a beaucoup d'éoliennes.
Mais on est kiff finalement avec le Haut-Languedoc, qui est à peu près, si on parle en puissance, c'est 410 mégawatts dans l'Aude et 400 mégawatts dans le Haut-Languedoc. Donc on est kiff, sauf que nous on a une concentration 2 fois plus importante d'éoliennes que dans l'Aude, quoi. Voilà, il faut savoir qu'on finalement on est un territoire extrêmement on apporte beaucoup d'énergie liée à l'éolien sur l'ensemble qui rayonne en fait sur l'ensemble de l'Occitanie après. Voilà. Pourquoi on n'est pas capable de passer à l'hydrogène ? Alors l'hydrogène, il y a des expérimentations qui existent sur le sujet, mais aujourd'hui on s'oriente plus vers des utilisations type camion, transport en commun ou de bus ou de train. Voilà, c'est plus pour ce type d'utilisation. Pourquoi ? Parce que c'est plus adapté aujourd'hui par rapport au mode de par rapport à ce qu'on sait faire. Par rapport à ce qu'on sait faire. Tout à fait. Voilà, l'actualité c'est partir. Voilà, donc c'est plus sur ces gros types de véhicules où c'est la recherche par là-dessus. Alors c'est encore expérimental, hein, l'hydrogène. Il y a quand même des cas qui existent, hein, mais c'est pas encore mature, on va dire. Voilà. On est encore très en retard sur les autres pays là. Hein. Alors sur l'hydrogène, je suis pas sûr. Hein, dans les pays nordiques, ils sont déjà bien avancés. Si vous voulez. C'est une expérience que je connais pas, mais il y a pas de souci. Ils ont déjà les voitures. Alors eux, ils sont plus à la voiture électrique, ils sont à la voiture à l'hydrogène. Ce serait bien qu'on y pense. Oui, il y a quelques constructeurs qui sont partis là-dessus, mais comme je vous dis, c'est encore anecdotique. C'est un peu comme il y a 15 ans ou 20 ans, les voitures électriques, c'était encore anecdotique, mais c'est pas pour ça que c'est pas un avenir. Ça sera sûrement partie des solutions d'avenir. On est d'accord. Okay. Mais l'hydrogène, il faut la fabriquer aussi et la stocker. Et donc, il faut savoir comment on le fait, quoi. Voilà. Si vous faites de l'hydrogène par des centrales à charbon ou je sais pas, mais ça se fait fuel, pour les bateaux, il me semble. Enfin, il y en a pas mal qui sont il y a des expérimentations. Moi, je connais pas des bateaux à l'hydrogène. Je connais pas. Non. Je connais seulement des trains, des camions, des bus qui sont à l'hydrogène. Des bateaux pour monsieur, madame, tout le monde. Ah, d'accord. Voilà. Non, j'ai pas connaissance de ça. Mais ça fait des années que je connais ça, moi. En hydrogène ? Oui, monsieur. Ah, bon. Alors, j'ai pas de bateau. Soyons très clairs. Je n'ai pas de bateau, mais j'avais un copain qui en avait un. D'accord, voilà. D'accord. Et il fonctionnait à l'hydrogène. D'accord, mais... Donc, je me dis... Mais ça existe. Tout à fait. Mais il faut pas non plus. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une volonté... je veux vous dire en gros que l'hydrogène c'est une activité humaine. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, ça aura un impact. Voilà. Donc faut voir. S'il est moindre. Exactement. C'est à juger après sur l'ensemble des critères qu'on définira. Est-ce que c'est pas plutôt une non-volonté de nos constructeurs qui se disent ah merde, si on fait des voitures à l'hydrogène, on vend plus de bagnoles parce que ça va être ça. Je pense pas. Parce que ça va durer. Ils auraient pu se dire la même chose sur l'électrique et finalement les voitures électriques ça se développe de plus en plus et ça sera majoritaire bientôt. Enfin voilà. Donc je pense pas. Non, je pense que c'est des opportunités industrielles qui se présentent et j'imagine qu'il y a des ingénieurs qui analysent tout ça au niveau de chaque société et qui voient le pour et les contre. Et aujourd'hui, c'est encore au niveau expérimental. Donc, mais c'est pas pour ça que ça se développera pas, quoi. J'ai entendu parler, alors vous me coupez si je me trompe, mais d'implanter de l'éolien sous l'eau. Sous la mer. Alors ça s'appelle des hydroliennes, ça existe déjà, il y a des expériences. Il y a un impact là-dedans. Tout à fait, toujours un impact. Pourquoi les mettre plus, beaucoup plus sous l'eau qu'en extérieur? Donc alors ça existe les deux en fait, voilà. Donc il y a quand même des couloirs là de poissons. Oui, il y a des couloirs. On a les mêmes problèmes. Alors il y a les hydroliennes, donc qui sont des sortes d'éoliennes qui fonctionnent avec les courants marins, donc sous l'eau. Et ensuite vous avez des éoliennes qu'on appelle offshore, des éoliennes en mer, qui sont comme les éoliennes en terre, sauf qui sont mises au-dessus de l'eau. Ouais. Alors il y en a pas encore des offshore, donc des éoliennes marines en France, mais il y a des projets qui sont en train de se développer. Exactement. Notamment en Méditerranée. Et sous l'eau, c'est toujours, ça existe. Hein. Bon, vous avez déjà des expériences, mais après c'est compliqué puisque vous avez, quand vous êtes sous l'eau, il y a l'eau qui attaque la salinité de l'eau et la corrosion qui est créée sur la matière qui va être de l'hydrolienne, et puis il y a des complexités sur l'implantation aussi, donc mais il y a des expérimentations qui existent et qui essaient d'analyser tout ça. Donc si un jour c'est intéressant, je pense pas qu'il y ait des freins pour son développement, quoi. Et du coup offshore, oui.
éoliennes en mer. Il y en a donc extérieures, on les voit, elles sont visibles. Mais là aussi, elles sont visibles. Tout à fait. Ça détruit le paysage marin. Eh ben, ça gêne personne. Ah bah si, ça gêne chez le monde. Hein. Il n'y a pas que sur Terre ou sur le Haut-Languedoc qu'on a des ça opposants. Ça va déranger les pêcheurs, j'imagine. Ça dérange les pêcheurs parce que ça retire en fait des zones de pêche pour les pêcheurs. Ça dérange peut-être des riverains qui dans leurs fenêtres vont voir des champs de machines, même si elles sont à 10 ou 15 km, ils les verront. Non, mais il y a des impacts. C'est pour ça que ça se développe pas aussi facilement, quoi. Je vais me faire tuer par les auditrices et auditeurs, mais c'est pas très grave. Moi, je trouve ça beaucoup plus gênant en mer, si j'ai envie de regarder la mer, qu'en montagne, où ma foi, ça s'équilibre. Voilà, il y a des trucs en hauteur. Tant qu'il n'y en a pas 10 000, si c'est 3-4, j'ai envie de dire. Ouais. Bon. Mais chacun a une perception du sujet. Bien sûr. Donc il faut juste savoir quelle énergie on veut. On sait que ça aura un impact. Notre responsabilité dans la suite, pour nos enfants, comment on veut créer de l'énergie. Donc c'est une réflexion qu'on doit avoir en commun en se basant sur des expérimentations particulières, en fait, tout simplement. Ouais. Bon, on va passer à l'autre sujet dans 2 petites secondes. J'ai quand même une dernière question. Il est dit, alors vrai ou pas vrai, que dès lors qu'une éolienne est implantée, elle a une durée de vie. 25 ans. 20-25 ans, et qu'après elle reste, et puis tant pis, personne. Alors, il semblerait que alors peut-être pas constructeurs, mais ceux qui viennent implanter ces éoliennes ont un contrat pour les démonter et les rapporter, et que ça ne se fait jamais. Alors pourquoi on ne force pas, si telle est la vérité, pourquoi on n'oblige pas ces gens-là à les démonter? Qu'est-ce qui fait qu'on ne les oblige pas? Pourquoi est-ce qu'on préfère payer? Parce que j'imagine qu'ils doivent payer une amende s'ils démontent pas. Mais pourquoi est-ce qu'on préfère payer une amende plutôt que de démonter? Et surtout, pourquoi on les force pas à le faire? Alors la loi l'oblige, en fait. La loi l'oblige depuis, je crois, 2011-2012. Et en fait, il y a eu un décret qui donc explique comment doit être interprétée la loi, qui existe depuis 2014, je crois, mais je maîtrise pas totalement les dates. Et dans ce décret, qui a été remis à jour récemment, les développeurs, enfin les exploitants, puisque le développeur c'est celui qui va faire les études et l'exploitant c'est celui qui va récupérer les éoliennes et les exploiter, vendre l'électricité et les entretenir. Donc l'exploitant, à la fin de la période de fonctionnement des éoliennes, ont l'obligation, grâce à ce décret, parce que c'est un décret que beaucoup de personnes attendaient, ont l'obligation de retirer, de démanteler l'ensemble de la machine, plus les fondations. Voilà. Alors le décret a évolué, mais avant il y avait, selon l'usage du sol, il y avait des profondeurs différentes. Par exemple, si c'était un sol agricole, l'exploitant devait retirer 1 mètre de fondation et remettre après de la terre qu'il avait prélevé initialement. Et si c'était un sol forestier, c'est 3 mètres. On laisse 5 mètres. Comme je vous dis, ça fait 4-5 mètres une fondation, donc on laissait 3-4 mètres en dessous. Mais ça, c'était avant. Et aujourd'hui, le décret a été mis à jour, et donc chaque éolienne, plus les fondations, plus les réseaux d'électricité qui sont sur le terrain, qui sont dans le parc éolien, doivent être retirés. Donc, sauf avis contraire de la préfecture. Et donc ça, c'est une obligation. Et si c'est pas fait, de toute façon, la société aura provisionné, alors soit auprès d'une assurance, soit auprès de la Caisse des dépôts, donc c'est un service, une somme, c'était 50 000 euros par éolienne et par éolienne. Donc, mais pour eux, c'est pas cher. Pour les développeurs, je pense pas que ce soit très important pour eux. Non, ça va. Et donc moi, ce que j'entends, pareil, je suis pas chez les sociétés et je suis pas non plus dans les services de l'État, mais c'est que j'ai toujours vu des éoliennes en fin de vie qui sont retirées. Alors la plupart du temps, elles sont remplacées, parce que tant que l'électricité éolienne est intéressante pour ces sociétés... Je croyais qu'on ne pouvait pas recouvrir le socle d'une nouvelle éolienne. Alors ça dépend de la taille. Soit aujourd'hui, il y a
plusieurs. Enfin, comme je vous dis, les éoliennes du Haut-Languedoc, elles datent de 2020, des années 2005, et donc aujourd'hui, on est en phase de renouvellement. Il y a plein de développeurs qui viennent voir le parc en disant, voilà, nous, on souhaite renouveler les machines, puisque au bout de 15 ans, ils commencent déjà à réfléchir au renouvellement, en estimant que le temps de la procédure administrative et éventuellement au tribunal, ils arriveront aux 20-25 ans. Okay. Et donc là, les projets qu'on nous présente aujourd'hui au parc, c'est souvent des machines qui sont peut-être espacées par rapport à la fondation actuelle de 10 à 50 mètres, mais ça reste toujours dans le même secteur. Et c'est vrai que s'ils réutilisent une fondation avec des éoliennes plus fortes, plus performantes, ils sont obligés de la renforcer ou la retirer et de créer une autre fondation à côté, quoi. Donc, il y a quelques éoliennes qui ont été retirées, mais pas dans le Haut-Languedoc, je crois, de côté des Pyrénées-Orientales. Et le développeur nous a dit qu'en gros, avec le marché de la ferraille aujourd'hui, de l'acier, même le démantèlement était plutôt bénéfique pour eux que j'imagine. Alors, donc, ils gagnent sur tous les fronts. Hein. C'est une société industrielle, comme toute société. Quand vous achetez une voiture, c'est Renault qui gagne. Quand vous achetez, je sais pas, un ordinateur, c'est Samsung. Forcément, c'est pas des philanthropes, hein, c'est des sociétés qui veulent se faire de l'argent. Donc, c'est des éoliennes industrielles, des éoliennes qui ont été là par des bénéfices, enfin pour créer des bénéfices. Bénéfices uniquement. Et pas du tout penser à notre environnement. Et j'imagine qu'ils ont peut-être ça derrière la tête, mais c'est pas leur préoccupation majeure quand on mais il faut savoir aussi que les éoliennes rapportent aussi sur le territoire. Il y a par les locations, parce que le terrain il appartient toujours au propriétaire initial du terrain, et les sociétés elles payent un loyer aux propriétaires et puis aux collectivités locales, puisqu'il y a des taxes qui sont reversées à la commune et la communauté de communes. C'est autour de 20 à 30 000 euros par éolienne qui sont reversés par an. Donc c'est clair qu'il y a des enjeux quand même financiers qui sont peut-être pas de autant voilà, c'est pas les quelques, c'est peut-être pas aussi important que les bénéfices que retirent les développeurs, mais c'est quand même pas négligeable. C'est pour ça qu'il y a encore des communes qui veulent des machines sur leur territoire. Voilà. Et il y en a qui refusent. Et il y en a qui refusent, tout à fait. Et donc elles ont le droit de refuser. Et quand elles refusent, mais ça peut leur être imposé par le préfet, justement. Et si le maire refuse, comment ça se passe? Alors la difficulté, c'est que déjà le développeur, s'il va jusqu'au bout de la démarche alors que le maire est contre, c'est quand même très très rare. Ok. Et le préfet, j'ai jamais trop entendu de préfet aller contre la volonté locale, mais si ça se fait, parce que quelquefois il y a des changements de municipalité, il y a toujours des difficultés, même si le projet est accepté. Pour aller implanter les machines, il faut souvent utiliser des voies communales, et donc la mairie peut toujours bloquer l'accès, quoi. Donc c'est quand même compliqué. Bon, on va se faire une petite pause musicale et après nous aborderons la mobilité durable. Très bien. Alors, en général, pas en général, systématiquement, on demande à notre invité une chanson qu'il aime particulièrement, et vous avez choisi une chanson de Noir-Désir, voilà. Noir-Désir. Allez, on envoie. Merci Vincent. Nous revoilà toujours en compagnie de Frédéric Pereira, chargé de mission énergie pour le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Alors Frédéric, à présent, nous allons aborder la mobilité durable. Qu'est-ce que la mobilité durable ? Eh bien, la mobilité durable, c'est l'ensemble des mobilités qui évitent de créer du CO2, par exemple. Donc, votre vélo, vos jambes quand vous marchez, des véhicules qui émettent le minimum de CO2. Voilà, c'est ça la mobilité durable, en fait. Très bien. C'est un peu comme les énergies renouvelables, c'est ce qui va permettre d'utiliser une ressource qui est qui est inépuisable. Alors nos jambes ne le sont pas. Ah, c'est relatif, voilà, c'est ça. Relatif. Bon, alors néanmoins, le parc naturel régional du Haut-Languedoc met à disposition des vélos de ville et des VTT avec assistance électrique. Oui. Alors oui, mais où ? Alors donc tout ça, cette action elle a commencé en 2017 quand la mobilité électrique était encore anecdotique, et donc il y a eu l'achat au parc de 5 vélos, donc 4 vélos de ville et un VTT qui sont électriques.
Au parc de Saint-Pons. Donc ils sont donc le parc en fait, le siège social et l'unique bâtiment du parc c'est basé à Saint-Pons-de-Thomières. Donc ces vélos ils étaient initialement là-bas. Et ensuite donc la première année les prêts sont faits gratuits. Enfin voilà, on les prête gratuitement aux habitants. Les prêts la première année en 2017 se sont faits sur Saint-Pons et depuis donc 2018, 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc on propose aux communes d'héberger pendant un mois les vélos et de les prêter à leurs habitants qui le souhaitent pour tester en fait cette mobilité. Et donc c'est gratuit pour les gens qui les testent. C'est les communes qui décident après combien de jours elles les testent, mais souvent c'est une semaine qu'elles le font tester aux habitants. Et donc c'est 5 vélos qui arrivent sur un territoire pour faire découvrir cette façon de voyager et de se déplacer. Alors, pardon, excusez-moi, qui propose à l'autre ou qui demande à l'autre ? C'est la commune qui demande ou c'est vous qui ça proposez ? peut être les deux. En gros, on a commencé par proposer, mais comme on les prête pendant 6 mois de l'année, en fait, les 6 mois où c'est favorable à faire du vélo au niveau du temps. Ça fait 6 communes, ça fait peu de communes par an qui en bénéficient. Et donc la première année, quand on a sollicité les communes, on avait assez de réserves pour les prêter la deuxième et la troisième année. Donc aujourd'hui, on fait pas beaucoup de communication auprès des communes, mais parce que c'est pas arrivé à la Salvetat, hein. Alors, on n'a pas eu de demande de la commune de la Salvetat. Par contre, l'année dernière, par exemple, on était sur Freis. Enfin, ils ont été prêtés sur Freis pendant un mois, le mois d'août. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez leur proposer, du coup. Mais ils vont accepter. Voilà, l'année prochaine, il y a déjà 3 communes qui ont réservé, et donc il reste 3 places. Cette année, c'est cuit. Si un élu de la Salvetat nous entend, et il fait la demande au parc, il n'y a aucun souci pour qu'il les aide. Pour cette année, c'est cuit. Non, cette année, c'est cuit. Là, actuellement, ils sont sur Dournes, je crois, et voilà, donc dans le Tarn, et ils sont pris jusqu'à fin novembre. Voilà. Ok. Donc là, vous avez un parc de 5 vélos. Ouais. Vous pensez renouveler ce parc ou pas ? Alors, en ajouter ? Pour le moment, non, c'est pas dans. Enfin, c'est les élus. Les élus n'ont pas dans cette idée-là de renouvellement. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres structures qui en prêtent. Il y a des fois des communautés de communes qui ont fait l'achat de vélos, qui les prêtent comme on fait nous à leurs concitoyens. Le département aussi de l'Hérault, ils peuvent mettre à disposition des communes des vélos. Donc il y a plusieurs structures qui le font. Ouais. Et après, c'est vrai que ça commence à être de plus en plus connu quand même, le vélo électrique, ça commence à devenir classique. Mais enfin, ça coûte une blinde. On est d'accord, ça coûte très cher. Ouais, je crois qu'un vélo c'est plutôt autour de 1500. 1500 c'est le minimum. C'est le minimum. Pour avoir un bon vélo. Donc mais c'est vrai que ça coûte de chacun. Ouais, tout à fait. Mais vu qu'on a donné un nom au vélo classique, qu'on appelle maintenant musculaire, c'est que quand même les vélos électriques prennent de plus en plus de place dans nos mobilités. C'est vrai que c'est très apprécié. J'en vois certains qui partent de Saint-Pons, qui se font le col du Cabaret. Ouais, mais c'est facile avec un vélo électrique. J'ai jamais essayé. Mais c'est vrai que c'est impressionnant comme ça change la mobilité, ça permet d'aller plus loin. Des personnes qui avaient arrêté le vélo parce que c'était trop physique, elles le reprennent, donc ça crée parce qu'il faut savoir que le vélo électrique, même si on a l'assistance électrique, il faut quand même pédaler. Ça permet de faire quand même de l'exercice physique, mais ça permet de se dépasser par rapport à un vélo musculaire, on va dire. Alors, on peut faire combien d'heures de vélo Alors d'heures, tant que vous voulez, si vous utilisez très peu la batterie. Mais en gros, une batterie de nos vélos, c'est autour de 50 à 60 km d'autonomie. D'accord. Ça dépend après du poids de la personne et puis du parcours qu'il fait. Plus vous êtes lourd et plus vous êtes en pente, plus vous consommerez. Donc faut faire attention. Donc il y a une assistance qu'on peut limiter ou augmenter. Donc faut arriver à jouer avec ça selon les kilomètres qu'on va faire. Mais après quand vous faites 50-60 km par jour, c'est déjà pas mal, vous avez fait déjà une bonne journée. On est d'accord. On n'est pas tous des coureurs du Tour de France. Alors, vous avez mis aussi la voiture électrique Zoé à disposition. Tout à fait, même question. Oui, mais où ? Moi, je l'ai jamais vue. Eh ben voilà, donc la voiture au parc, on a des voitures qu'on utilise pour nos déplacements, donc les déplacements des techniciens, et on a un véhicule. Vous êtes tout en électrique, les techniciens, c'est ça ? Ah non, justement, voilà, on doit avoir. Alors j'ai plus en tête, mais je crois qu'on a 7 ou 8 véhicules, et dont ces 7-8, il y en a 2 qui sont électriques. Ok.
Voilà, et parmi ces 2 électriques, on en a une qu'on met en autopartage, c'est-à-dire que l'on propose à la location pour les habitants. Très bien. Donc tout le monde peut le faire, ça. Hein. Le particulier peut mettre sa voiture en autopartage, une collectivité peut mettre sa voiture en autopartage, et nous on le fait depuis 2018. Et bien pareil, c'était dans la même optique, c'était de faire découvrir la mobilité électrique, une nouvelle mobilité pour les gens qui le souhaitaient. Ouais. Et peut-être soit pour découvrir, soit éventuellement en amont d'un achat. Si personne est intéressé, vous voulez voir comment fonctionne une voiture électrique. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le véhicule, comme il est utilisé par les techniciens, il est seulement prêté quand il est libre. Okay. Donc jamais. Si, non, ça arrive souvent quand même. Et on a même mis la priorité au prêt. Donc on a un prêt, okay. on retire du panel de voitures possible pour les techniciens. Non, et donc cette voiture, elle est disponible à Saint-Pons, forcément, puisque le siège est à Saint-Pons, mais on propose aussi aux communes de l'avoir sur leur territoire pendant un mois. On l'a fait avec Saïro-Cosel dans l'Hérault l'année dernière. Et il y a une jolie histoire à ce propos. C'est vrai que ça a permis à une personne qui cherchait, enfin qui avait la possibilité de tester un travail, mais qui n'avait pas de véhicule et pas l'argent donc pour en acheter un, de pouvoir tester ce travail et d'avoir après et donc là avoir le job et donc le CDI pour pouvoir acheter un véhicule. Donc c'était sympa, ouais. Et donc voilà, donc c'est la même méthode, c'est-à-dire que les vélos, on les met à disposition d'une commune pendant un certain temps et la commune gère après les prêts. Sachant que là c'est pas un prêt, là c'est une location parce qu'on passe par une plateforme en fait qui est une plateforme nationale qui s'appelle Ouicar, OUICAR, mais on était aussi sur une autre plateforme avant, mais qui s'appelait Drivey. Mais en fait, le but du parc, c'est de pas faire de bénéfices, donc d'avoir le prix minimum. Et donc sur cette plateforme Ouicar, on avait un prix plus faible, et c'est autour de 17 € par jour. Quand on de location, voilà. Ok, de location. Après, il faut mettre l'électricité dedans. Alors voilà, donc combien ça coûte? Alors je reviens sur le prix, c'est 17 € par jour si on la prend une journée, mais si vous la prenez une semaine par exemple, c'est beaucoup moins, quoi. Je crois que c'est autour de 12-13 €, ça revient par jour si on la prend une semaine. Okay. Voilà, donc c'est par rapport à une location classique, c'est quand même plus bas. Je sais pas, mais okay. C'est plus bas, ouais. Et pour le coût justement de la consommation ensuite en énergie. Et bien en fait pour faire 100 km il vous faut à peu près 2 € d'électricité. Ça vous coûte 2 € d'électricité à peu près pour 100 faire km. 100 km. En voiture. En voiture, si vous faites en moyenne 600 km. Ça fait du 5 litres au 100. Ouais. 5 litres, 5 fois 2, un 10. plein, ça vous prend à peu près aujourd'hui 100 € presque. Ah ouais, oui, bien c'est sûr. ça. Alors qu'en véhicule électrique, vous serez plutôt autour de 15-20 €, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. Même si l'électricité augmente, c'est toujours intéressant. Voilà. C'est l'avantage de la voiture électrique, c'est que ça coûte plus cher effectivement à l'achat, mais derrière vous en bénéficiez. Enfin, vous retrouvez à peu près votre argent par les consommations, quoi. Mais si on s'achète un véhicule électrique ou si on en loue, est-ce qu'il faut impérativement avoir une borne électrique chez soi ou on peut aller se brancher sur secteur? Alors vous pouvez vous brancher sur secteur, mais après il faut que la prise soit pas trop éloignée de là où vous allez stationner la voiture. Ouais. Si vous avez une prise dans votre garage, ça se fait, il n'y a pas de souci. Combien ça va nous coûter là par contre? Pareil, c'est très très faible finalement, c'est autour de 2-3 € pour 100 km. Ok. Par contre, quand vous êtes dans une prise classique, pour recharger 100 km, il vous faudra à peu près 5-6 heures. Donc du coup ça coûte plus cher. Non, ça coûte pas plus cher. Non, ça coûte pas plus cher. C'est beaucoup plus long qu'une prise publique où là il vous faudra 1 heure pour recharger 100 km. Okay. Voilà. Donc nous, comme la Zoé elle fait 250 km d'autonomie, il vous faut à peu près. Vous arrivez jamais à 0 quand vous êtes en véhicule, mais en gros il vous faut 2 heures de recharge dans une prise publique. Donc il y en a une à la Salvetat par exemple. Il y a des bornes. Il y en a une. Oui, il y en a à la Salvetat. Ah d'accord, tu vois, j'avais jamais vu. Il y en a même 2, enfin c'est souvent par 2. Il y en a aussi à La Cône, à Murat. Enfin, même si on est un territoire rural, on est quand même pas mal doté de prises électriques publiques.
bornes électriques publiques. Et sinon, mais toutes les stations ne devraient pas être censées en avoir. En fait, toutes les stations. Mais il n'y a pas de loi qui l'oblige, donc forcément non. Mais bon, okay. mais voilà. Et souvent, les gens qui ont un véhicule électrique, ils ont souvent la prise pas très loin chez eux pour le charger. Et quand vous avez fini de l'utiliser le soir, vous la retrouvez le matin, les charger. Alors, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Question pour moi qui ne suis qu'en panneau photovoltaïque. Ouais. Ça va me vider mes batteries en 2-2 ou comment ça se passe? Si vous êtes déconnecté du réseau électrique, c'est compliqué. C'est pour ça que. Ok, c'est pour ça que je suis au gasoil. Je sais pas. On passerait peut-être à l'hydrogène un jour, mais c'est vrai que j'adorerais ça. Vraiment. Ça, oui, ça consomme forcément. Donc pour revenir à vos panneaux, l'inconvénient de votre panneau électrique, c'est que vous avez besoin d'une batterie qui va polluer après pour recyclage, mais comme je vous l'ai dit, toute activité humaine a un impact. Et les voitures électriques, c'est pareil. Aujourd'hui, ça consomme de l'énergie, on va dire, verte chez nous, parce que l'électricité elle est faite avec des énergies renouvelables. Mais on se pose toujours la question sur le recyclage des batteries et tout ça, mais voilà, il faut laisser... J'imagine les pouvoirs publics décider des bonnes solutions pour le bien commun, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, moi, sincèrement, ce que je trouve gênant dans une voiture électrique, c'est qu'on l'entend pas arriver. Alors c'est... Et franchement, je trouve ça hyper gênant, quoi. Alors, il faut savoir que les constructeurs ont... Pour les faibles vitesses, donc quand on roule en vide, il y a un petit bruit artificiel qui est généré par la voiture. Ah ouais? Ouais. Mais c'est vrai que moi je trouve ça super de conduire quand on a avoir de bruit par contre. Non mais quand on est à l'opposé, quand on est piéton, très sincèrement, je suis souvent on peut être surpris, quand je suis dans la rue, je suis dans mes pensées, je suis ailleurs. Ça peut surprendre. Ah ouais, c'est très surprenant. Très attention, ouais. Ok. Et après, c'est un confort de conduite, c'est des voitures automatiques. Donc, en fait, c'est top par contre. C'est la seule difficulté de la conduite, en fait. C'est que quand on n'est pas habitué à l'automatique, quand nous, on les prête, nous, on fait souvent une demi-heure de formation pour la personne qui va l'emprunter. J'adore l'automatique. Et c'est ce côté automatique qui est perturbant pour les personnes. Mais à côté électrique, finalement, ça change rien, quoi. À part d'aller à la pompe, et d'aller plutôt à notre prise électrique, finalement, ça change rien, à part le côté son. Voilà, le bruit. Mais du coup, c'est plus reposant. Alors, c'est le plus reposant pour la conduite. On a le côté, il n'y a pas de bruit. On a le côté, on passe pas les vitesses. C'est vrai. On s'endort au volant en face cache. Moi, je vais vous les trouver. Des avantages peuvent être des inconvénients, comme vous le montrez. Un des avantages qui surprend souvent les gens, c'est que la voiture électrique, elle se recharge en descente. C'est pour ça qu'elle est adaptée finalement dans nos zones montagneuses. Comment dit diesel, jeune homme? Et non. Une voiture électrique, quand elle est en diesel, elle va consommer plus en montée, et quand vous allez descendre, elle va pas se recharger. Mais si, la batterie recharge la voiture. Non, mais la batterie... mais en termes d'énergie. Ouais. En termes d'énergie, vous récupérez pas du gasoil en roulant dans les descentes. Alors que là, en descendant une côte, ou en freinant tout simplement, il y a toute cette énergie cinétique qui va être transformée en énergie électrique. Donc vous allez pouvoir recharger, par exemple, de Saint-Pons jusqu'à Béziers. En voiture électrique, vous consommez à peu près 10 km d'autonomie de la voiture. Par contre, quand vous faites Béziers-Saint-Pons, là, vous allez consommer beaucoup plus que la normale. Mais c'est un des avantages de l'électrique, c'est que ça se recharge quand il y a du frottement, donc quand on freine ou quand on descend une descente. Donc finalement, le seul inconvénient aujourd'hui pour la voiture qu'on a nous, parce que c'était une 2018, donc c'est une ancienne génération, on va dire, de l'électrique, et donc avec une autonomie de 250 km, donc c'est assez faible. Le seul inconvénient de ces voitures électriques, c'est quand vous allez sur l'autoroute, là, ça consomme beaucoup plus. Et donc là, ça peut faire peur, parce que ça descend vite. Mais ailleurs, en milieu rural, en ville ou à la montagne, c'est parfaitement adapté, quoi. Vous avez jamais descendu le cabaret tout sans vitesse? Mais vous rechargez pas. Non, mais je dépense pas d'essence. On est d'accord. Mais vous rechargez pas. Vous récupérez pas l'énergie que vous avez consommée en montant. En plus. Voilà. Il est vrai. Bon, est-ce qu'on a tout dit là-dessus? Je pense, oui. Allez, on va passer, pour terminer, au cadastre solaire. Kesako. Alors, Cadastre solaire, c'est un outil qu'on a mis en place depuis un mois au parc du Haut-Languedoc, en association avec une autre structure qui s'appelle le Pays Haut-Languedoc et Vignobles. Et en gros, c'est un site internet gratuit, et qui permet de voir en fait le potentiel de cette voiture.
Potentiel solaire de sa toiture. Okay. Donc, faut savoir comme dans le sud de la France, en Occitanie, on a un potentiel énorme en énergie solaire. Oui. Et quand on regarde les toits, finalement, on voit que c'est quand même encore minoritaire les toits équipés de panneaux solaires. Soit pour faire de l'électricité, qu'on appelle panneau solaire photovoltaïque, soit pour faire de la chaleur, qu'on appelle panneau solaire thermique. Ça existe aussi, qui permet de faire chauffer de l'eau, soit pour le ballon d'eau chaude, soit pour le chauffage. Et donc tous ces freins qui sont liés à la méconnaissance des habitants, ou alors aux mauvaises expériences de leurs voisins, parce qu'il y a eu quand même un boom de solaire en 2010 qui a permis à certaines sociétés... Il y a eu des bonnes grosses bandes de charlatans. Voilà, c'est ça, donc ça n'a pas mis en confiance. Bon, c'est clair. Aujourd'hui, l'électricité électrique, elle est beaucoup... elle est rachetée beaucoup moins cher par l'État, donc ça a permis on espère de garder les plus sérieux au niveau des sociétés. Mais il y a quand même dans l'état d'esprit des personnes un petit frein qui... Tout comme pour l'isolation, hein, d'ailleurs. On est d'accord. Ça a été tout à fait, un gros bazar quand même. Il y a des opportunités qui ont fait des mauvaises expériences pour certains cas, et bon, mais ça marche très bien dans la plupart du cas. Donc c'est pour ça que les élus, je confirme. Voilà, comme vous avez des panneaux solaires, ça peut être aussi bénéfique, surtout en cette période où l'électricité augmente. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent d'autoconsommer. Vous avez peut-être des batteries parce que vous êtes en site isolé, je sais pas. Voilà, alors que aujourd'hui, l'État a permis, ce qui n'était pas possible avant, d'autoconsommer l'énergie produite par le solaire et de revendre le surplus. Oui, mais moi je vais être attaché à personne. Vous avez votre choix. J'ai choisi ça. Mais je veux pas. Chacun ses choix, mais chacun ses choix, absolument. On est d'accord, mais aujourd'hui c'est possible. Donc finalement ça peut être une solution pour essayer de réduire sa facture d'électricité. Donc voilà, donc il y a cette méconnaissance et les gens avaient besoin d'être rassurés, et donc on a créé ce cadastre qui permet en fait, c'est une carto en fait IGN où vous mettez votre adresse, ou alors vous allez cliquer sur le toit par la vue aérienne que si vous arrivez à repérer votre toit, et ça va vous donner en fait la surface de votre toit qui va dire exploitable avec un bon gisement solaire. Et ensuite, ça va vous donner une idée. On prétend pas donner la valeur à l'euro près, mais ça va vous donner une idée de l'investissement que vous allez devoir faire si vous souhaitez mettre 20 mètres carrés de panneaux sur votre toit, et combien ça va vous rapporter par an. Et aussi l'intérêt qu'on a voulu sur ce site, c'est de donner aussi les coordonnées des personnes qui peuvent vous conseiller. Donc il y a tout un tas de services, du coup, des valeurs sûres. Alors voilà, nous on renvoie vers les services publics qui au niveau administratif est compétent pour me renseigner, qui au niveau du patrimoine, si je veux bien intégrer mes panneaux, qui peut me conseiller. Donc on renvoie vers les CAUE. Qui au niveau technique peut me conseiller. Alors on voit vers les conseillers énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous donnent des conseils gratuits, indépendants, et on renvoie aussi vers les sites de l'État qui répertorient les sociétés qui sont qualifiées, qui sont labellisées, en fait, voilà, certifiées. Donc tout ça c'est disponible sur ce site. En gros, vous tapez sur un moteur de recherche au Languedoc cadastre solaire et vous le trouvez. Voilà, donc c'est très intéressant. Ça couvre l'ensemble du territoire, donc les 118 communes, et c'est assez ludique. C'est facile de consultation, et ça permet d'avoir des premiers chiffres, une première idée, et nous on conseille ensuite d'avoir 3 devis, de rencontrer 3 sociétés pour, bien sûr, ça il y aura toujours besoin d'une visite sur site pour vérifier que ça c'est clair, que le toit est en bon état, qu'il n'y a pas eu d'erreur sur le cadastre. Donc on prétend pas que ce soit parfait. Le seul truc qui est dommage, c'est que souvent ce sont des commerciaux qui sont envoyés et non des techniciens. On est d'accord. Or le commercial vous vend tout. Demandez un technicien, ne demandez pas de commerciaux. Voilà, il reste à la maison. Voilà, et donc ce cadastre solaire vous permet d'avoir des premières billes pour pouvoir échanger avec le technicien ou le commercial que vous verrez. On vous donne un prix approximatif d'installation et ce que ça vous rapportera, et voilà. Donc on essaye de vous donner des premiers éléments pour aller plus loin. Avant de rencontrer la bonne société, j'en avais rencontré une où justement c'était un commercial. Donc
par chance, mon époux s'y connaît un petit peu, donc il savait que le mec lui racontait n'importe quoi, il lui en a fait part. Donc un technicien est venu. La fois suivante, c'était le technicien, le commercial et le directeur commercial. Ils avaient amené la bouteille de champagne et ils nous offraient, sans déconner, ils nous offraient pour la modique somme de 50 000 € de panneaux solaires, le frigo américain, la super gazinière. Non, les marches. Là, on s'est dit qu'il y a un problème. Bien entendu, mesdames, messieurs, je n'ai pas signé. Donc, ne signez pas non plus. Essayez de trouver des gens sérieux. Mais et il y en a sur votre site. Oui, il y en a toujours. Et un petit conseil, c'est vous avez souvent dans un village des habitants qui ont déjà eu l'expérience de ça, donc avec des commerciaux, avec des sociétés. N'hésitez pas à aller les voir pour avoir leur retour d'expérience, pour savoir si la société est sérieuse ou pas. Et souvent, avec le bouche à oreille, on a moins de surprises après quand c'est exactement on fait l'installation. Merci beaucoup, Frédéric Pereira. À très bientôt, je l'espère, sur d'autres sujets. Merci. Merci à toutes et à tous. Bye bye. 106.6, la radio des Hauts-Cantons.